Durant l'hiver 1978, en Argentine, au milieu des troubles politiques et de l'oppression du régime militaire, le football devint un baume, le seul espoir de toute une nation. Dans le stade El Monumental, empli de confettis blancs, les papelitos, qui volaient comme des flocons de neige, l'équipe argentine, la Albiceleste, écrivit un conte de fées en remportant la Coupe du Monde pour la première fois. Avec un style de jeu offensif et flamboyant, imprégné de la philosophie de El Flaco César Luis Menotti, elle vainquit les Pays-Bas lors d'une finale dramatique et devint la nouvelle reine du football. Mais lorsque le coup de sifflet final a retenti, lorsque les confettis ont été balayés, les héros de cette année-là sont revenus à la réalité. Près d'un demi-siècle s'est écoulé, et le temps a tracé des destins différents pour les 22 jeunes prodiges de cette année-là. Certains sont devenus des légendes sur le banc de touche, d'autres ont vécu retirés du monde à la campagne, et d'autres encore sont devenus à jamais des étoiles dans le ciel de Buenos Aires. Écoutons leurs histoires. Daniel Passarella, El Gran Capitán, le Grand Capitaine. À 25 ans, il était le leader incontesté de l'équipe. Avec son regard intense, son style de jeu agressif et son incroyable sens du but en tant que défenseur, Passarella incarnait l'esprit combatif et la combativité. Il est le seul joueur argentin à avoir fait partie des équipes championnes du monde en 1978 et 1986, un exploit sans précédent. La carrière de Passarella fut épique, marquée par des succès éclatants à River Plate, à la Fiorentina et à l'Inter Milan. Après sa retraite de joueur, il devint un entraîneur talentueux, dirigeant les sélections nationales d'Argentine et d'Uruguay, ainsi que River Plate. Son apogée fut atteint lorsqu'il devint président de River Plate. Cependant, sa vie fut également ponctuée de tragédies et de bouleversements. Il souffrit de la perte de son fils Sébastien dans un accident de la route, une blessure qui ne se referma jamais. Son mandat de président s'acheva dans la controverse avec la relégation de River Plate, le faisant passer du statut de héros à celui de figure controversée. Ces dernières années, la vie du vieux général est devenue plus difficile que jamais. Il lutte contre une maladie neurodégénérative, semblable à la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, qui altère progressivement sa mémoire et ses facultés cognitives. L'image de l'ancien capitaine des Steelers, désormais fragile face à la maladie, brise le cœur de ses supporters. À 70 ans, Passarella vit une vie paisible, entouré de sa famille, concluant ainsi une existence à la fois glorieuse et tragique. Mario Kempes. Impossible d'évoquer l'Argentine de 1978 sans mentionner cet attaquant. Surnommé El Matador, il est devenu, à 23 ans, l'âme et le cœur de toute l'équipe, l'attaquant vedette. Auteur de 6 buts, dont un doublé en finale, il est sacré meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Véritable héros national, Kempes fait vibrer le cœur de millions d'Argentins. La carrière de Kempes en club fut un long périple, de Valence, où il était vénéré comme une légende vivante, à des aventures en Autriche, au Chili et même en Indonésie avant de prendre sa retraite à 41 ans. Kempes tenta sa chance comme entraîneur, mais sans grand succès. Il trouva cependant sa seconde chance aux commentaires sportifs. Sa voix grave et passionnée, ainsi que ses analyses pointues sur ESPN, sont devenues familières au public latino-américain au fil des ans. Kempes a également frôlé la mort lorsqu'il a dû subir une grave opération à cœur ouvert en 2014. Mais le courage d'un gladiateur lui a permis de vaincre la maladie. Aujourd'hui, à 69 ans, Mario Kempes vit heureux aux États-Unis, où il travaille et s'épanouit dans son rôle de légende vivante, d'ambassadeur mondial du football argentin. George Holguín. Ce latéral droit, alors âgé de 26 ans, était l'un de ces joueurs sous-estimés qui ont pourtant joué un rôle essentiel. Initialement défenseur central, Holguín fut repositionné latéral droit sous les ordres de Menotti et s'acquitta de ses fonctions avec brio
grâce à son intelligence tactique. Ce n'était pas le genre de latéral à se montrer spectaculaire offensivement ou défensivement, mais il était un stoppeur solide, permettant au milieu de terrain offensif de s'exprimer pleinement. La carrière d'Holguín s'est déroulée à San Lorenzo, Independiente et Argentinos Juniors. Il est l'un des rares joueurs à avoir remporté la Copa Libertadores avec différents clubs. Après sa retraite, Holguín a entraîné dans divers endroits, des petites équipes argentines au Costa Rica en passant par le Japon. Travailleur acharné, il ne recherchait pas la gloire et est toujours resté aussi professionnel et dévoué qu'il l'avait été sur le terrain. Dans la vie, Holguín est un homme de famille, menant une vie simple et discrète. Il apparaît rarement lors de grandes célébrations, préférant la tranquillité au projecteur. Aujourd'hui, à 72 ans, Georges Holguín est toujours en bonne santé et assiste occasionnellement aux matchs de l'ancien joueur, savourant la joie d'être avec ses enfants et petits-enfants, fiers de l'héritage d'un gardien fidèle. La vie d'Ardiles en Angleterre fut riche en émotions, notamment pendant la guerre des Malouines entre l'Angleterre et l'Argentine en 1982. Il était déchiré entre ses deux patries, son pays natal et celui où il était aimé. Ardiles acquit également une certaine notoriété grâce à son rôle dans le film « À nous la victoire » avec Sylvester Stallone et Pelé. Après sa retraite sportive, il mena une longue carrière d'entraîneur en Angleterre et au Japon. En 2014, il fut victime d'un grave accident de la route aux Malouines alors qu'il tournait un documentaire, mais il survécut miraculeusement. Son intelligence et sa ténacité sur le terrain ont permis à Ardiles de surmonter les bouleversements politiques et les aléas du quotidien. Aujourd'hui, à 71 ans, Osvaldo Ardiles vit toujours en Angleterre, figure emblématique de Tottenham Hotspur. Il est respecté comme un homme qui a su utiliser le football pour panser les plaies de la guerre. Leopoldo Luque, 29 ans, était un véritable guerrier au cœur tendre lors de la Coupe du Monde 1978. Attaquant classique, puissant, excellent. Au pressing et d'une grande polyvalence devant le but. Pourtant, peu savent que pendant le tournoi, son jeune frère a trouvé la mort dans un tragique accident de la route, alors qu'il se rendait à un match pour assister à une de ses rencontres. Luc a surmonté sa douleur, a joué avec un bras démis et a inscrit 4 buts importants, dont un magnifique tir lointain contre la France. Ses larmes après le titre étaient des larmes de gloire mêlées à une profonde tragédie personnelle. Ubaldo Fillol. Le premier nom qui vient à l'esprit est celui du gardien de but. Le surnom El Pato, le canard, lui est indissociable. En 1978, à 27 ans, Fillol était bien plus qu'un simple gardien. Il était un véritable ange gardien sous le maillot vert légendaire. Grâce à ses réflexes exceptionnels et à sa capacité à repousser des tirs apparemment impossibles, notamment son arrêt du pied sur une frappe de Rob Rensenbrink, il est devenu le meilleur gardien du tournoi. De plus, il représentait un soutien mental indéfectible pour une défense toujours prête à se porter à l'attaque. Après son apogée en 1978, Fillol poursuivit son illustre carrière dans de grands clubs comme River Plate, l'Atlético Madrid et Flamengo. Il joua sans relâche jusqu'à l'âge de 40 ans, avant de raccrocher les gants. La vie de El Pato, en dehors des terrains, était étroitement liée à son travail d'entraîneur des gardiens. Il se consacra corps et âme à transmettre son savoir-faire aux jeunes générations de River Plate et de l'équipe nationale. Dans la vie, Fillol est un homme calme, sérieux, mais sensible. Il a vécu des épreuves difficiles comme le vol de sa médaille de champion du monde à son domicile, une douleur qui l'a profondément affecté, mais qu'il a surmontée
en retrouvant son précieux souvenir. Aujourd'hui, à 73 ans, Ubaldo Fiol vit toujours avec une passion ardente pour le football. Il intervient régulièrement dans les médias pour analyser le poste de gardien de but. Bien que ses cheveux aient blanchi, le regard perçant du canard d'antan est resté intact. Il demeure une figure emblématique, un modèle pour tous les futurs gardiens argentins. Américo Gallego, alias El Tolo, 23 ans, est le rempart de la défense. Si les artistes s'attellent à s'étaient à la broderie, Gallego, lui, nettoie. Son style de jeu repose sur la force, l'agressivité et un talent exceptionnel en 1 contre 1. Il est le garde du corps de Kempes et Ardiles, celui qui n'hésite pas à accomplir les tâches les plus ingrates pour permettre à l'équipe de gagner. La carrière d'entraîneur de Gallego fut encore plus brillante que sa carrière de joueur. Il fut l'un des entraîneurs les plus titrés d'Argentine, remportant des championnats nationaux avec 4 clubs différents, River Plate, Independiente, Newell's Old Boys et Toluca au Mexique. Son style d'entraînement était aussi passionné et pragmatique que son style de jeu. Gallego était un homme direct et impulsif, mais respecté de ses joueurs pour son équité. Dans la vie, El Tolo est un homme sensible, toujours tourné vers sa famille. Après des années passées à se battre sur le banc de touche, sous une pression constante, il a choisi de prendre sa retraite. Aujourd'hui, à 68 ans, Américo Gallego profite pleinement de sa retraite. Bien qu'il soit moins présent dans les médias, l'héritage tactique et l'esprit combatif qu'il a laissé restent une source d'inspiration pour les futures générations de milieux défensifs. Osvaldo Haïsi. Aussi, Ardiles, 25 ans, incarne la sophistication et l'intelligence. Malgré sa petite taille, il impose sa vision du jeu grâce à sa technique et son sens tactique, assurant une transition fluide entre la défense et l'attaque. Juste après la Coupe du Monde, son arrivée à Tottenham Hotspur, en même temps que celle de Ricky Villa, a fait sensation en Angleterre et a ouvert la voie à l'arrivée de joueurs étrangers sur le sol anglais. Luis Galván. Le défenseur central formait une charnière centrale avec Passarella, mais si Passarella était le feu, Galván était l'eau. À 30 ans, il dégageait calme et charisme sur le terrain. Son excellente lecture du jeu lui permettait de commettre rarement des erreurs. Lors de la finale, d'une tension extrême, son calme fut un ancrage solide qui empêcha l'Argentine de se laisser submerger par le tourbillon des émotions. Contrairement à nombre de ses coéquipiers qui ont choisi la célébrité, Galván a opté pour une vie extrêmement discrète après sa retraite. Il a passé la majeure partie de sa carrière au Talleres de Córdoba, devenant une légende du club. Après avoir raccroché ses crampons, il n'a pas poursuivi de carrière d'entraîneur professionnel, mais est retourné travailler auprès des jeunes et dans des projets communautaires dans sa ville natale. Il a notamment ouvert une école de football où il enseignait aux enfants non seulement à jouer au football, mais aussi à devenir de bonnes personnes. Il a vécu paisiblement auprès de sa famille, loin du tumulte des médias de Buenos Aires. Son humilité sur le terrain se reflétait parfaitement dans sa vie privée. Héros discret, il était convaincu que la valeur d'un homme résidait non dans la gloire, mais dans la sérénité. Aujourd'hui, à 76 ans, Luis Galván coule une retraite paisible à Cordoue, toujours affectueusement surnommé « Monsieur Football » par les habitants. Alberto Tarantini, surnommé « Conejo », le lapin, était le joueur le plus exubérant de l'équipe cette année-là. À 22 ans, avec sa chevelure bouclée caractéristique et ses grandes dents, Tarantini jouait avec une énergie inépuisable. Fait remarquable, il participa à la Coupe du Monde 1978 alors qu'il était sans emploi, sans club en raison d'un différend contractuel avec Boca Juniors. Sur le terrain, il enchaînait les allers-retours avec une agilité surprenante, et son but contre le Pérou témoigne de son explosivité. Après la Coupe du Monde, Tarantini a osé un pari audacieux, partir en Angleterre pour jouer à Birmingham City avant de retourner à River Plate.
La vie de Conejo, en dehors des terrains, était aussi tumultueuse et débridée que sa chevelure. Connu pour son image de playboy, il était impliqué dans des scandales et menait une vie de fêtard. Cependant, avec le temps, Tarantini s'est progressivement assagi. Il a participé à des émissions de télé-réalité, travaillé comme commentateur sportif et a toujours conservé son humour et son esprit satirique. L'exubérance de la jeunesse a cédé la place à la contemplation de la vieillesse, mais une certaine singularité demeure. Aujourd'hui, à 68 ans, Alberto Tarantini reste une figure emblématique pour le public argentin, grâce à sa personnalité simple et sans prétention. Il vit heureux et évoque souvent, dans un éclat de rire, des anecdotes de tournage de 1978. Après le tournoi, Luke continua de jouer pour River Plate et plusieurs autres clubs avant de prendre sa retraite. Il choisit une vie simple à Mendoza, loin de l'agitation de la capitale. Il s'investit dans la découverte de jeunes talents, vécus en harmonie et était aimé de tous pour sa douceur et son honnêteté. Il disait qu'une coupe d'or ne pouvait remplacer la perte d'un être cher, mais qu'elle apportait un peu de réconfort à son frère. Luke mena une vie digne, savourant chaque jour. Cependant, le parcours de ce guerrier indomptable a dû s'interrompre à cause d'un ennemi invisible. Le 15 février 2021, Leopoldo Luque s'est éteint à l'âge de 71 ans après une longue lutte contre la COVID-19. Son décès en pleine pandémie a laissé un vide immense, mais l'histoire de son extraordinaire force de caractère durant l'été 1978 restera à jamais un hymne immortel au sacrifice. Daniel Bertoni, 23 ans, était le partenaire idéal de Kempes. Il possédait vitesse, technique et une finition redoutable. C'est Bertoni qui inscrivit le but de la victoire, 3-1, en prolongation lors de la finale, anéantissant tout espoir néerlandais. Le numéro 4, par ordre alphabétique, porté par un ailier, est devenu une image marquante de l'histoire. Après la Coupe du Monde, Bertoni s'installe en Italie où il connaît un grand succès à la Fiorentina et à Naples, où il joue aux côtés de Maradona. Une fois sa carrière de footballeur terminée, il devient un agent de joueurs et un commentateur réputé. La vie de Bertoni est riche et épanouissante. Il sait apprécier la vie, est élégant et toujours soucieux de son style. Il s'engage également activement dans des œuvres caritatives et joue un rôle de médiateur commercial entre le football italien et argentin. La carrière et la vie de Bertoni sont un modèle de réussite. Il a su traverser les épreuves difficiles, investir judicieusement et préserver son image. Aujourd'hui, à 63 ans, Daniel Bertoni mène la vie d'un homme d'affaires prospère, mais aux yeux de ses supporters, il reste le jeune attaquant auteur du but décisif de l'année. Oscar Ortiz, 25 ans, est l'ailier gauche polyvalent de l'équipe. Pourtant, le numéro 16, Ortiz est un pur ailier. Il évolue près de la ligne de touche, dribble avec aisance et centre avec précision. Bien que moins connu que Kempes ou Bertoni, le rôle d'Ortiz dans l'étirement du bloc adverse est irremplaçable dans le système de Menotti. Après le triomphe de 1978, Ortiz a continué à jouer pour River Plate, Huracan et Independiente. Cependant, il a pris sa retraite assez tôt, à l'âge de 30 ans. Contrairement à beaucoup de ses coéquipiers, Ortiz a choisi de se retirer complètement du monde du football. Il n'a pas entraîné, n'a pas travaillé comme commentateur et a rarement accordé d'interviews. Il a opté pour une vie normale, gérant une petite entreprise et se consacrant entièrement à sa famille. Le choix d'Ortiz reflète son style de jeu. Efficace, mais sans prétention. Il se contente d'être un mari, un père et un grand-père ordinaire. Aujourd'hui, à 70 ans, Oscar Ortiz coule des jours paisibles à Buenos Aires, un champion du monde heureux dans l'anonymat. José Daniel Valencia, 22 ans, est considéré comme le protégé de l'entraîneur Menotti. Petit par la taille, mais extrêmement agile et intelligent,
Valencia, surnommé El Rana, la grenouille, est un joueur qui change la donne. Il est un symbole du football cordouan, berceau de grands artistes du ballon rond. Bien que sa titularisation à la place de Bochini ou Alonso ait suscité la controverse, Valencia a su prouver sa valeur par son assiduité et sa créativité. Valencia a passé toute sa carrière aux Talleres de Córdoba. Il aimait tellement son pays natal qu'il a refusé une offre du Real Madrid pour rester en Argentine. Après sa retraite, il a continué à vivre et à travailler à Córdoba, participant à la formation des jeunes et œuvrant comme ambassadeur du club. Sa vie était emplie de joie et d'affection de la part des habitants. C'était un homme simple, plein de tendresse, toujours reconnaissant de ses racines. Aujourd'hui âgé de 68 ans, José Daniel Valencia reste une idole à Cordoue. Il mène une vie simple, organisant régulièrement des matchs amicaux et racontant aux enfants les jours de gloire de 1978. René Houseman, surnommé El Loco, le fou, est le génie du football argentin le plus excentrique. À 24 ans, Houseman possède un talent technique tel qu'on le surnomme la Garrincha du tango. Élevé dans une villa misérable, Houseman joue au football avec un instinct sauvage, débordant d'improvisation et sans se soucier des règles. Sur le terrain, il est une véritable source de joie, capable de dribbler les défenses adverses simplement parce que ça lui plaît. Mais la vie de Houseman fut une tragédie d'autodestruction. Il devint alcoolique invétéré, même lorsqu'il jouait encore. Après la gloire de la Coupe du Monde, sa carrière déclina à cause de sa vie dissolue. Il retourna dans les bidonvilles, vécut dans la misère, mais fut toujours protégé par la population. Houseman était un homme du peuple, indifférent à la gloire et à la fortune, et prêt à boire avec quiconque le reconnaissait. Malgré sa vie difficile, il conserva toujours le sourire innocent d'un enfant. Cette liberté et cette débauche l'ont accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Mais le corps humain a ses limites. Un cancer de la langue l'a terrassé. Le 22 mars 2018, René Houseman s'est éteint à l'âge de 64 ans. La disparition du « fou » a plongé l'Argentine entière dans le deuil. Son héritage ne se résume pas à un titre de champion, mais aussi à l'image d'un ange brisé qui jouait au football pour trouver un peu de joie au cœur d'une vie tumultueuse. Omar LaRosa, l'un des vétérans de l'équipe à Trenton, est entré en jeu en finale et c'est son sang-froid et son expérience qui ont permis à l'Argentine de reprendre le contrôle du match face à la tempête orange. LaRosa est un milieu de terrain travailleur, sans prétention mais extrêmement efficace, qui sait imposer le rythme au moment où l'équipe en a le plus besoin. Après la Coupe du Monde, il a continué à jouer pendant quelques années avant de se tourner vers l'entraînement, souvent comme adjoint. Il a été le bras droit de nombreux entraîneurs célèbres. LaRosa menait une vie très discrète. Homme de famille, discipliné et responsable, il trouvait du plaisir à transmettre son expérience aux générations futures. Aujourd'hui, à 76 ans, Omar LaRosa est à la retraite. Il coule des jours paisibles, profitant de sa retraite auprès de ses enfants et petits-enfants, satisfait de sa contribution discrète mais essentielle à l'histoire du football dans son pays. Ricardo Ricky. Ricky. Villa, 25 ans, reconnaissable à sa barbe fournie, était un autre milieu de terrain argentin talentueux. Bien qu'il n'ait pas été titulaire indiscutable lors de la Coupe du Monde en raison de blessures et de la concurrence, le talent de Villa était indéniable. Immédiatement après le tournoi, il rejoignit Tottenham avec Ardiles, où il entra dans la légende grâce à son but en solitaire lors de la finale de la FA Cup 1981, élu but du siècle à Wembley. Après sa retraite, Villa mena une vie plutôt recluse. De retour en Argentine,
il acheta une ferme à la campagne et devint un véritable agriculteur. Il élevait du bétail, cultivait la terre et vivait en harmonie avec la nature. Il apparaissait rarement dans les médias, mais à chaque fois qu'il revenait à Londres, il était accueilli comme un roi. Le contraste entre la star du football glamour et l'agriculteur au contact direct de la terre est ce qu'il y a de plus fascinant chez Ricky Villa. Aujourd'hui, à 71 ans, Ricardo Villa vit toujours heureux dans sa ferme. Il trouve la paix dans les champs, loin du tumulte du monde du football moderne, et conserve une âme libre et ouverte d'esprit. Norberto Beto Alonso, 25 ans, est l'idole numéro 1 de River Plate. La question de savoir s'il doit être remplacé par Kempes ou Valencia fait l'objet d'interminables débats. Alonso porte le numéro 1, en raison de son code A, possède une technique exceptionnelle et un pied gauche magique. Bien que son temps de jeu ait été limité par les blessures, le talent d'Alonso est un atout majeur de l'équipe championne. Après 1978, Alonso a continué à remporter de nombreux titres avec River Plate, devenant l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Après sa retraite, il s'est investi dans la politique, la gestion et les affaires du football. Alonso était connu pour son franc-parler, parfois arrogant, et son caractère bien trempé. C'était une forte personnalité qui ne baissait jamais la tête. À 71 ans, Beto Alonso demeure une figure emblématique de River Plate. Il intervient régulièrement dans les émissions de commentaires sportifs, livrant des analyses incisives et pertinentes, fidèles au tempérament d'une grande star intemporelle. Miguel Oviedo, 27 ans, est un joueur polyvalent pour l'équipe. Grand et costaud, il peut évoluer en tant que milieu défensif ou défenseur central. Oviedo est l'atout stratégique de Menotti pour renforcer la défense en cas de besoin. Sa carrière est indissociable de Talleres de Córdoba, où il est considéré comme une légende. Après avoir raccroché ses crampons, Oviedo choisit une vie paisible dans sa ville natale de Cordoue. Il travailla pour la municipalité dans le secteur des sports communautaires. Humble et dévoué, il était toujours prêt à rendre service. Sa vie, sans grande turbulence, reflétait la sérénité et la sécurité que lui offrait son style de jeu. À 73 ans, Miguel Oviedo coule une retraite paisible. Il reste en contact étroit avec ses anciens coéquipiers, notamment ceux de Córdoba, avec lesquels il évoque régulièrement leurs souvenirs. Héctor Ballet, 27 ans, était le gardien remplaçant de Fillol. Surnommé Chocolat en raison de sa peau foncée, Ballet fut l'un des rares joueurs noirs notables de l'histoire du football argentin. Bien qu'il n'ait pas disputé une seule minute lors de la Coupe du Monde 1978, son professionnalisme et son talent, il avait été un excellent gardien de but pour Huracan et Talleres, ont toujours été appréciés par ses coéquipiers.